Les Américains maintiennent la pression sur le Venezuela et le président ou dictateur Maduro aurait proposé de quitter le pouvoir. Parallèlement, d'autres attaques américaines visent donc des bateaux présumés de contrebande. Et maintenant, cela a également conduit à un conflit diplomatique avec la Colombie. Le Venezuela continue entre-temps de mobiliser son armée et la milice, et l'un de ses navires est déjà endommagé. Malgré l'intensification de la pression américaine et des concessions, celle-ci reste insuffisante pour les États-Unis, entraînant la poursuite de l'escalade. Mais tout cela dans cette vidéo. Sainte Canaille, économisez plus chez Oli avec mon code. Les vidéos sur ce sujet sont dans la description. Et je vais épingler ici la playlist pour que vous puissiez tout trouver si vous souhaitez approfondir le sujet. La Colombie dit qu'un bateau de pêche, selon le président colombien, a été attaqué lors d'une des frappes de drones américaines, pas un trafiquant de drogue. Ils disent qu'un citoyen colombien innocent a été tué. Et il est également souligné que cela s'est produit dans les eaux territoriales colombiennes. Il est dit que le président colombien accuse les États-Unis d'avoir commis un acte de guerre effectif, d'avoir mené une tentative d'assassinat à l'intérieur de la Colombie. En réponse, Donald Trump réagit sur sa plateforme de médias sociaux et traite désormais Gustavo Petro de trafiquant de drogue. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune accusation sérieuse à ce sujet. Je ne vois pas qu'on lui ait jamais reproché cela, même dans le passé. Une accusation de consommation de drogue a été portée contre lui, mais il a nié et aucune preuve n'existe. Sa politique elle-même est également orientée vers les pauvres, afin de leur offrir des alternatives pour qu'ils ne soient pas obligés de faire de la contrebande de drogue. Qu'il soit donc directement impliqué dans le trafic de drogue, comme Trump l'affirme, est peu probable étant donné qu'il n'y a jamais eu auparavant la moindre accusation à ce sujet que j'ai pu trouver. Et compte tenu de sa politique, cela est très improbable. Trump en fait cependant une priorité, afin de supprimer toute aide à la Colombie. La Colombie est historiquement l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide américaine en Amérique latine. En 2023 par exemple, 743 millions de dollars américains ont été versés à la Colombie. Et selon États-Unis d'Amérique Fact, cette année encore, plus de 200 millions de dollars américains sont alloués. Cela signifie que des fonds financiers substantiels vont à la Colombie, y compris une aide militaire, mais surtout une aide financière à des fins sociales. Lors des dernières attaques, il y a également eu 2 survivants. Ils ont été capturés par les forces armées américaines. Mais j'ai découvert entre-temps que la nouvelle s'est répandue. Les 2 seront renvoyés dans leur pays d'origine. Ici, on pourrait bien sûr poser la question suivante. Si ce sont des trafiquants de drogue, pourquoi ne sont-ils pas punis? Pourquoi sont-ils renvoyés chez eux? Et juridiquement, la question reste controversée. Nous avons donc ici le sénateur républicain américain qui souligne que ces attaques vont à l'encontre de toutes les traditions américaines. Et dans War on the Rocks, il y a un article plus long qui explique où se situe le problème. Fondamentalement, les États-Unis affirment être en guerre contre des forces non étatiques, et cela permet d'utiliser la violence comme premier recours, contrairement à ce qui se passe avec les criminels. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'essayer d'arrêter un adversaire de guerre, même s'il n'est pas étatique, en premier lieu, mais qu'on a le droit d'essayer de le tuer en premier. Et cela sans même tenir compte du fait qu'il représente une menace immédiate ou non, justement parce qu'il n'est pas un criminel, mais un adversaire de guerre. Cela signifie qu'on a le droit de tuer un membre d'un groupe armé non étatique avec lequel on est en guerre, peu importe la situation de menace actuelle. La violence ne doit cesser que lorsque les forces ont été retirées du combat, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont plus en mesure d'exercer la violence en raison de leur capture, de leurs blessures ou de leur maladie. À ce moment-là, l'usage de la violence doit cesser. La capture peut alors se faire sans accusation, simplement comme captivité de guerre. Et jusqu'à la fin des hostilités, il est possible de garder les gens en détention. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils doivent être rapatriés. En outre, ils peuvent être poursuivis en justice. Même pour des crimes de guerre, une poursuite par la juridiction militaire, souvent plus sévère que la civile, reste possible. Mais selon de nombreux commentateurs, les cartels de la drogue ne remplissent pas automatiquement cette caractérisation. Et c'est pourquoi l'évaluation des cartels de la drogue comme des forces non étatiques avec lesquelles on est en guerre reste extrêmement controversée.
Parce que les États-Unis commencent ainsi, bien sûr, à tuer des criminels potentiels sans procès et à éroder ainsi le droit international. C'est là la critique. La mobilisation américaine continue pendant ce temps. Ainsi, dit Donald Trump maintenant, il a chargé la CIA d'opérer au Venezuela. En outre, des bombardiers B-52, les lourds bombardiers stratégiques des forces armées américaines, ont effectué une démonstration de force au-dessus des Caraïbes. Pour cela, ils sont même entrés dans la zone de sécurité aérienne du Venezuela. Cela signifie que dans la zone où le Venezuela est chargé de surveiller le trafic aérien civil, des bombardiers stratégiques lourds américains ont opéré avec leurs transpondeurs allumés, de sorte que les Vénézuéliens en étaient informés et ont dû coordonner le trafic aérien en conséquence. Tout cela était évidemment un geste clair en direction de Caracas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est aussi notable qu'un détail a été observé sur ces images, que nous avons ici mieux mis en évidence. Les lentilles de Lundborg manquent sur les F-35. Nous pouvons regarder cela à nouveau. Normalement, sur le côté des avions furtifs, en dehors des situations de guerre, on installe une lentille de Lundborg. Elle augmente la signature radar et la fausse également. De cette manière, les adversaires potentiels en temps de paix ne peuvent pas acquérir l'expérience de voir à quoi ressemblent les avions furtifs ennemis sur leur radar et ainsi adapter leur logiciel en conséquence. C'est pourquoi, hors conflit, on installe des lentilles de Lundborg sur les avions, comme on le voit ici avec un exemple installé. Et sur les F-35 récemment déployés au-dessus des Caraïbes, ces lentilles ne sont pas installées. Cela signifie qu'ils peuvent quasiment passer directement à l'action. On peut également voir sur cette photo qu'ils portent actuellement encore des Air Intercept missiles 9 Sidewinder, donc des missiles RR de Nabelreich, ce qui est inhabituel pour les F-35, car normalement ils transportent dans leur armement, principalement dans les soutes internes, afin de ne pas augmenter leur signature radar. Cela signifie que nous pouvons supposer que, de cette manière, les Lentax de Lundborg ne sont pas installés. Mais tant qu'aucune mission réelle n'a lieu, on monte simplement ces missiles RR à l'extérieur. Pour augmenter la signature radar et empêcher le Venezuela de transmettre des informations de ses radars, par exemple à la Russie, l'Iran ou la Chine. Néanmoins, c'est un signe remarquable qui en soi ne dit pas tout, mais constitue tout de même un indice clair. Le déploiement des troupes se poursuit. Le motor vessel Ocean Trader reste actif dans la région. C'est un navire civil reconverti, utilisé par les forces spéciales américaines. Ils vivent à bord et peuvent être déployés depuis le navire avec des hélicoptères et ainsi débarquer au Venezuela. Il opère toujours au large du Venezuela. Désormais, des P-8 Poseidon ont aussi été vus au-dessus de Trinidad. Trinité et Tobago sont deux îles, une ville insulaire juste au large des côtes du Venezuela, ce qui leur permet ainsi de mener des opérations d'espionnage vers le Venezuela de cette manière. Les installations américaines de Trinité et Tobago sont désormais, du point de vue des États-Unis, également une cible potentielle. Ainsi, les États-Unis mettent actuellement en garde leurs propres citoyens, ils avertissent leurs ressortissants. Que les installations américaines et les citoyens eux-mêmes à Trinité et Tobago pourraient en devenir une cible si l'escalade avec le Venezuela se poursuit. Ceci montre clairement l'escalade continue. Ainsi, un nouveau radar à longue portée a également été repéré à Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines. C'est ici, en haut, où la capacité de surveillance de cet espace aérien est ainsi augmentée également depuis la terre ferme. Et entre-temps, au moins 6 MQ-9 à Reaper ont été identifiés à Porto Rico. Selon les Américains, ces drones sont très probablement utilisés pour attaquer les bateaux de contrebande vénézuéliens. On y a également vu. Outre les drones, les images satellites montrent aussi un AC-130, un avion de transport modifié pour embarquer un lourd armement et tirer sur des cibles au sol. Un soi-disant gunship équipé de canons d'artillerie à bord, de miniguns et d'autres armes. Et il y a toujours 10 F-35B du corps des Marines des États-Unis, sur place. Ce sont ceux que nous avons vus ici sur ces images. Ces F-35 sont toujours à Porto Rico. En outre, le 160. Le régiment d'aviation des opérations spéciales, les Night Stalkers, a également été déployé à Porto Rico, dans la région. Les dernières informations indiquent qu'ils sont désormais également à Trinité et Tobago. À partir de là,
C'est une unité d'hélicoptères qui travaille avec les forces spéciales pour les déployer et les transporter. Selon les rapports, ils auraient notamment participé à l'élimination d'Oussama Ben Laden. C'est cette unité qui aurait transporté les Navy Seals sur place pour l'opération. De manière générale, il s'agit désormais du plus grand déploiement depuis 30 ans, qui est également associé par exemple à de nouveaux dépôts de munitions aperçus sur des images satellites de l'aéroport de Porto Rico. Cela signifie que les Américains se préparent à mener une opération plus importante et de plus longue durée sur place. Cela est sans lié à la démission du commandant responsable, qui est un amiral 4 étoiles. Normalement, c'est le sommet de sa carrière et un poste qui dure généralement 4 ans. Il y renonce après 1 an. La raison n'est pas connue. Et comme il n'a pas encore été mis à la retraite lui-même, il n'est probablement pas non plus à prévoir que cela devienne public de sitôt, car cela entraînerait son licenciement immédiat. Ici, on ne peut que supposer, mais l'une des hypothèses est qu'il démissionne car il n'est pas d'accord avec la situation là-bas. Qu'il s'agisse de la pression contre le Venezuela ou surtout des attaques contre les trafiquants de drogue, contre les prétendus trafiquants de drogue. Là-bas, il y a l'évaluation du ministère américain de la Défense selon laquelle cela serait légal, mais selon les lanceurs d'alerte, selon des rapports, des commentaires. Il existe également un fort désaccord interne à ce sujet. On est loin d'être unanime sur le fait que les actions actuellement menées sont légales, et aussi légitimes, pour les soldats américains menant les attaques. Car bien sûr, un soldat américain qui mène une attaque mortelle contre des civils est, en théorie, passible de poursuites pénales, même s'il a reçu l'ordre de le faire. Une partie des informations présentées aujourd'hui provient de Ground News, avec lequel je travaille beaucoup dans cette vidéo. Cela m'a notamment permis de faire défiler la page du pays et de trouver toutes les informations sur ce sujet, ce qui me permet aussi de voir immédiatement combien de médias en parlent et quels sont les sujets abordés. J'obtiens le résumé, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et bien sûr, Ground News sponsorise également la vidéo d'aujourd'hui. Ground News est un agrégateur d'actualité qui aide à comparer les informations. Une même histoire peut être abordée différemment par la gauche, la droite et le centre, et Ground News met en évidence ces différences selon l'orientation politique. On peut voir quelle est l'orientation politique d'un média, à qui il appartient et quel est généralement son respect des faits. En même temps, on peut aussi enregistrer ses propres habitudes de lecture et voir ses propres angles morts, qui résultent d'une consommation d'informations trop unilatérales. Trump signale une nouvelle attaque contre un bateau au large du Venezuela. 95 médias en parlent. Assez équilibré entre la gauche et la droite. Cependant, on constate que dans le média de gauche Media Matters for America, à la fiabilité des faits mitigée, le titre affirme que le présentateur Kilmeade attaque ceux qui jugent les renseignements trop faibles. Alors que l'Anadolu Agnazi de droite, qui appartient au gouvernement turc et qui a également une fiabilité des faits mitigée, met l'accent sur le soutien de la Russie au Venezuela. Ground News nous montre ici l'interprétation différente d'un même événement et permet, en plus de la critique des sources, de situer immédiatement la source, ce qui est excellent. J'utilise Ground News depuis 2 ans. Pour tout savoir, profitez de 40% de réduction sur le plan Vantage de Ground News avec mon lien Ground News MGE-Schicht, que j'utilise aussi. Trump accentue la pression sur le Venezuela. Et dans une récente déclaration, il souligne non seulement que le gouvernement Maduro est impliqué dans le trafic de drogue, mais aussi que le Venezuela a vidé ses prisons et ses asiles pour envoyer les détenus aux États-Unis. Ce n'est pas la première accusation à ce sujet. Il affirme cela presque depuis ses débuts en politique, que d'autres pays agissent ainsi. Et il a au moins une référence historique, ce que j'ai rarement entendu mentionner. Sur quoi nous voulons brièvement revenir ici, à savoir la soi-disant crise du bateau Mariel. Dans celle-ci, des Cubains voulaient fuir Cuba et s'étaient embarqués sur un bateau, le Mariel. La question était s'ils pouvaient entrer aux États-Unis, avec des négociations en cours. Et lorsqu'il a accepté que les opposants puissent quitter Cuba sous certaines conditions, il a en même temps libéré des criminels des prisons, qui, selon des estimations et des analyses, représentaient alors 15% des personnes quittant le pays. D'ailleurs, cependant, ceux qui connaissent le film Scarface savent que le protagoniste est aussi l'un de ces criminels qui ont été envoyés de Cuba aux États-Unis. Plusieurs rapports indiquent aussi que des malades mentaux ont été libérés des asiles pour être envoyés aux États-Unis.
Il existe un exemple historique à ce sujet. Cela ne signifie pas que c'est vrai aujourd'hui, que le Venezuela l'a fait uniquement parce que Trump le dit ou qu'il existe un précédent historique. Néanmoins, l'histoire continue ici, et selon le Financial Times, Trump veut renverser Maduro. Ce n'est pas vraiment nouveau, j'ai déjà abordé ce sujet dans plusieurs vidéos précédentes qui, comme je l'ai dit, sont liées dans la description. Tout cela donne l'impression que l'administration Trump veut se débarrasser définitivement de Maduro. D'après le Financial Times, Trump et son administration souhaitent éliminer les 25 à 30 principaux chavistes. Cela signifie que non seulement Maduro lui-même, mais pratiquement toute la direction doit être éliminée. Le Venezuela prend cette situation très au sérieux. Toute cette affaire est prise tellement au sérieux que des sources de l'Associated Press affirment que Maduro aurait proposé de remettre le pouvoir au vice-président et aurait présenté cela comme une offre de négociation aux Américains. Maduro voulait donc rester en fonction pendant encore 3 ans, puis remettre le pouvoir au vice-président. En janvier 2031, à la fin de la période électorale actuelle, de nouvelles élections auraient eu lieu, lors desquelles le vice-président Rodriguez ne se présenterait plus non plus. Maduro non plus, évidemment, mais cela aurait permis à Maduro de rester presque jusqu'à la fin du mandat de Trump. Il est bien sûr incertain de savoir s'il quittera réellement ses fonctions lorsque Trump ne sera plus président des États-Unis. Mais nous pouvons constater que la pression porte ses fruits, que cette offre arrive. En même temps, il faut bien sûr préciser que Maduro lui-même nie publiquement avoir fait cette offre. Mais ici, il faut dire clairement, il doit le nier même s'il l'a fait. Car puisque cela n'a pas été accepté, il s'affaiblirait énormément à l'intérieur du pays s'il admettait que c'était bien son offre. Ceux de son entourage craindraient pour leur avenir. Et pour leur avenir, car ils se demanderaient en Bessie si Maduro part ainsi, que deviendrait-il ? Que va-t-il m'arriver ? Qu'adviendra-t-il de mes crimes et de la corruption ? Est-ce que ce sera encore couvert ou livré autrement ? Cela signifie que cela pourrait déstabiliser considérablement son gouvernement, éventuellement mener à un coup d'État ou à des choses similaires. Cela signifie que Maduro doit nier cela, peu importe que ce soit vrai ou non. Mais cela montre malgré tout que la pression porte ses fruits. Et en lien avec cela, il y a eu aussi l'offre dont le New York Times avait parlé, selon laquelle Maduro du Venezuela avait en principe proposé aux États-Unis les matières premières du Venezuela. Il a conditionné cette offre à la rupture avec la Russie, la Chine et l'Iran et à un accès prioritaire des États-Unis aux ressources du Venezuela. Ce n'est pas seulement le pétrole, mais aussi l'or, les diamants et le coltan, le personnel dirigeant. Le Venezuela a désormais pris la situation tellement au sérieux qu'ils ont changé les téléphones pour compliquer la tâche des Américains, qui essaient de les localiser. Et nous avons ici le rapport selon lequel chaque nuit, un endroit différent est utilisé pour dormir, car il y a manifestement une inquiétude que le personnel puisse être attaqué à leur lieu de sommeil. Le Financial Times rapporte « Le protocole de sécurité exige que les agents changent constamment de lieu », déclare un Vénézuélien actif. Et il a ajouté qu'ils font la navette entre Caracas et les villes de Valence, Maracay et Maracay. Ici, nous l'avons sur la carte. Ici, c'est Caracas, ici, c'est Maracay et ici, c'est Valence. De cette façon, nous avons une distance qui, si nous la mesurons grossièrement, fait plus de 100 km. À vol d'oiseau, c'est 130 km. Faire la navette prend plusieurs heures. Ici, il faut préciser qui peut faciliter cela. Ne pas être tué, par exemple, lors d'une attaque aérienne dans sa maison connue signifie, d'un autre côté, la possibilité d'être attaqué par les airs lors d'un convoi, ou bien d'être capturé par des forces spéciales pendant qu'on se déplace lors de ces longs trajets. La garde rapprochée cubaine du personnel dirigeant, comme Nicolás Maduro lui-même, a également été remplacée. Il en fait venir de nouveaux Cubains pour cela. Et cela aussi est sans cesse remarquable, car cela montre que le régime de Nicolás Maduro fait si peu confiance à son propre peuple, mais aussi aux autres forces de sécurité du pays. Qu'on choisisse des étrangers comme gardes du corps, qui n'ont justement pas de loyauté locale et qui sont donc particulièrement loyaux, parce qu'ils ne sont redevables qu'à Nicolás Maduro et à leur pays d'origine. C'est également confirmé par le Financial Times. Cela signifie que nous avons réellement l'impression qu'au Venezuela, la direction s'inquiète énormément de son avenir et de sa stabilité. Le Financial Times rapporte aussi qu'une chasse aux traîtres est en cours. Chacun est accusé d'être un traître et est sous surveillance. Cela signifie que même au sein des forces armées, on s'inquiète énormément de l'influence déjà acquise par l'opposition ou les Américains là-bas.
Le Venezuela déclare qu'il se mobilise maintenant et se prépare à une invasion. La milice est entraînée et recrutée. On affirme bien sûr avoir 1 million de miliciens et 8 millions de réservistes. Les chiffres sont considérés comme largement exagérés et la capacité de combat comme encore moindre. Mais malgré tout, le Venezuela s'y prépare. Et lors des exercices militaires, le navire de débarquement T-61, le navire de ravitaillement auxiliaire Carpana, s'est échoué. Ceci a été filmé ici en vidéo, où l'on peut voir comment il s'échoue et où il est maintenant échoué. Et comme nous avons pu le constater, il a même maintenant une gîte. Nous pouvons voir ici qu'il penche vers bâbord. Cela signifie qu'il a pris l'eau, il y a. Selon les rapports, il a fait une voie d'eau à l'avant et a ainsi pris l'eau. J'ai trouvé des rapports selon lesquels il aurait coulé. Cependant, je ne vois aucune confirmation. Cela doit donc être une fausse information. Le navire n'a probablement pas encore coulé, mais il doit bien sûr être mis hors service pour le moment. Quand il s'agit de l'avenir, d'un bilan en quelque sorte d'une attaque possible, nous devons le dire. La saison des ouragans se termine fin novembre. Avant cela, il n'y aura probablement pas de grande opération à attendre, car un ouragan peut encore arriver et ainsi forcer le retrait des navires. Si les Américains lancent quelque chose de sérieux au Venezuela, ils ne le voudront sûrement pas. Interrompre après une semaine car leurs navires doivent être en sécurité, donc ce ne sera sérieux qu'en décembre. Le régime de Maduro lui-même pense avoir été complètement infiltré par les États-Unis, les Américains et les opposants au régime. C'est pourquoi il a des gardes du corps cubain, d'où la chasse aux sorcières, preuve de la fragilité du régime Maduro. Et le régime ne peut se maintenir que parce qu'il a complètement désarmé le peuple en 2012. Je l'ai déjà évoqué lors des élections, en réalisant une vidéo sur les émeutes au Venezuela après la fraude électorale de Nicolás Maduro. La population, désormais largement opposée au régime actuel comme reconnu internationalement, reste totalement sans défense. En effet, le gouvernement a veillé à des périodes plus favorables à ce que seule l'armée, la police, la garde nationale et la milice soient armées. Les armes saisies ont aussi été remises aux collectivos. Théoriquement, ce sont des civils, et donc en dehors des forces mentionnées, mais en réalité ce sont des milices criminelles qui aident le gouvernement et obéissent à ses ordres, donc en dehors du système normal. Ils rackettent aussi, commettent des meurtres, intimident les opposants, parfois les tuent, etc. Donc tout cela sont armés. La population elle-même est sans défense. Ainsi, un renversement du gouvernement ou une révolution sans soutien extérieur ni défection des forces de sécurité était improbable. Et en conséquence, la situation actuelle est que le gouvernement se sent sous une pression massive. Elle sait qu'elle est isolée sans le soutien du peuple. Doit-elle compter sur les forces armées, dont on pense manifestement qu'elles ne sont pas non plus loyales ? Nous voyons maintenant que Maduro a donc peu de soutien parmi le peuple. Vous proposez donc des offres pour qu'il se rachète avec des ressources et quitte progressivement le pouvoir. Parce qu'il croit justement que sa position n'est pas aussi sûre qu'il le prétend, et parce qu'il ne croit pas que ses forces armées puissent le protéger de manière suffisante. Comme déjà mentionné dans la dernière vidéo, les forces armées américaines sont actuellement trop faibles pour une véritable invasion. Ils peuvent peut-être mener quelques opérations spéciales, quelques actions de commando à l'intérieur du Venezuela. Mais lors d'invasions, ils sont complètement dépassés sur le terrain. Tant que les forces armées soutiennent le gouvernement, celui-ci n'aurait à craindre que les frappes aériennes, pas une vraie invasion. Mais cela dépend de la loyauté des forces armées. C'est pourquoi des offres ont été faites, mais les États-Unis n'ont encore rien concédé. Cela montre que les États-Unis pensent qu'avec assez de pression, ils pourront évincer Maduro et réussir. Les opérations ont déjà lieu à l'intérieur du Venezuela par la CIA. C'est ce que dit Donald Trump lui-même. Ce qui, soit dit en passant, est également fortement critiqué par les détracteurs, car les États-Unis n'auraient, entre autres, aucune représentation consulaire à l'intérieur du Venezuela. Et en conséquence, les agents américains qui opèrent là-bas seraient sans défense au cas où ils seraient identifiés. Après que des agents de la CIA soient déjà actifs là-bas, des forces spéciales pourraient bien sûr suivre bientôt, surtout parce que le personnel de direction de Maduro est constamment déplacé. Lorsqu'ils se déplacent, ils peuvent théoriquement être capturés ou faits prisonniers. Le groupe d'assaut amphibie sur place ne suffit pas pour une invasion, mais permet d'apporter un soutien.
Si ces forces spéciales ont été mises comme sous pression au sol par l'arrivée inattendue de troupes adverses, des moyens suffisants seraient cependant disponibles pour les soutenir et leur assurer un appui-feu suffisant. Il devient évident que les États-Unis veulent renverser Maduro. Je pense qu'on ne peut plus vraiment en douter sérieusement. Reste à savoir s'ils useront de violence ou si Maduro démissionnera avant. Actuellement, il ne semble pas y avoir d'autre alternative à cela. C'est pourquoi, dans le passé, j'ai qualifié tout cela de politique de la canonnière, parce que cela va évidemment dans ce sens. On déploie les troupes devant le pays ennemi, on menace et on espère ainsi obtenir les concessions nécessaires sans avoir à engager sérieusement ses propres forces armées. C'est tout pour le moment concernant l'évolution de la situation. Bien sûr, nous allons continuer à suivre tout cela de près et à surveiller l'évolution. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu m'aiderait beaucoup. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer à l'avenir, comme je l'ai déjà dit. Voilà, c'est tout pour le moment. De ma part, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Un remerciement tout particulier au soutien sur YouTube ainsi que sur Patreon. Je tiens à remercier tout spécialement les lieutenants Bert Heinemann, der Schneckmacher, Boomer Opa, Robert Phil, Janis J, Anti-X, Sascha Müller, Cunningham, Eustress, Uwe Divren, Nickname de Bib, Carsten Schulz, Sascha Horvath, Gulasch Nasha, Tequila42 et Badass Lawyer. Un grand merci à vous. Sans vous, cela ne serait pas possible.